Bonjour, je me présente Nathalie Hensley, je suis bénévole à l'Association québécoise Zéro Déchet et j'ai l'honneur aujourd'hui d'animer cette entrevue avec une grande femme inspirante, l'aventurière Mylène Paquette. Merci beaucoup. Bonjour Mylène. Enchantée, je suis contente d'être là avec toi. Merci Nathalie. Alors, Mylène, elle est passée à l'histoire. En fait, tu es passée à l'histoire en 2013 quand tu as été la première personne à traverser l'océan Atlantique à la rame en solo. Oui. Donc, 5000 kilomètres, 129 jours sur l'océan. Bravo. Exactement. La première du continent américain. Parce qu'il y a quand même des Européens qui l'ont fait avant moi. Fait que je corrige tout le temps parce que je veux pas leur voler la vedette quand même. Puis je trouve ça important de dire la première personne et non pas la première femme parce qu'il n'y avait non plus pas ni d'homme qui l'avait fait avant toi. Donc, c'est la première personne. C'est important de mentionner. Il y en avait même qui avaient essayé puis qui avaient rebroussé chemin. Fait que ça me rend un petit peu fière de passer devant les hommes. Les filles étaient contentes de savoir ça. Il y a de quoi être fière. Depuis ton retour sur Terre, tu as écrit un excellent livre par ailleurs, Dépasser l'horizon pour raconter ton aventure. Tu fais de nombreuses conférences dans les écoles, dans les entreprises pour partager tes valeurs, ta passion, ton exemple de courage, de détermination. Oui. Et tu t'impliques en plus dans plusieurs causes, le cancer pour les enfants notamment, et de plus en plus là, dans des causes environnementales pour la protection de l'océan, protection de notre beau fleuve Saint-Laurent. Et pour la deuxième année, on est bien contente, tu es la porte-parole du Festival Zéro Déchet. Oui, je suis super fière de ça, c'est cool. Alors, merci d'accepter ce titre. Puis on sait que même dans ta vie personnelle, tu portes les valeurs, tu as toi-même un mode de vie sobre, puis on va en reparler. Donc, bienvenue. Merci. On va avoir une période de questions à la fin. Donc, les gens sur Facebook et les gens ici présents, on va se garder un petit moment pour poser des questions à Mylène. J'en ai quelques-unes pour commencer. Je pense qu'il y a une question que tout le monde ici au Festival Zéro Déchet, on se pose et qu'on n'ose peut-être pas te demander. Mylène, tu as été 4 mois sur l'océan. Tu as mangé des canages, des affaires emballées, de la nourriture sèche. Tu as fait quoi avec tes déchets? Ouais, ça, c'est une bonne question. C'est une question qu'on me pose souvent à la fin d'une conférence. On me demande, comme si on était mal à l'aise, un peu de me la poser parce qu'on ne veut pas me coincer ou me mettre au pied du mur. Mais moi, je n'hésite vraiment pas à dire que j'ai conservé tous mes déchets à bord du bateau. Et j'ai d'excellents parents qui m'aiment énormément parce que 6 jours après être arrivée en France, c'est eux qui se sont occupés de vider la petite cale dans laquelle étaient placés mes déchets et ça puait tellement. Mes parents avaient trouvé des masques parce que ça puait trop puis c'était pas la mode, les masques en 2013. Donc, bon, je les ai aidés, mais tu sais, c'est eux qui ont dit là, Mylène, il faut vraiment y aller. Ça fait 6 jours que tu es ici puis quand on ouvre la cabine avant, ça pue. Il faut vraiment y aller. Donc, je peux dire qu'à tous les jours, je voyais des déchets sur l'océan. Donc, c'était inconcevable pour moi de jeter des déchets par-dessus bord parce que je voyais des oiseaux, je voyais des poissons, je voyais des mammifères marins. Puis, en 2013, on entendait déjà parler de certaines baleines qui avaient été retrouvées, l'estomac plein de plastique et de déchets. Donc, c'est vraiment inconcevable pour moi de faire ça. Puis, pardon, j'avais par contre beaucoup de sacs à fermeture éclair, là, des Ziplocs communément appelés. Et j'essayais de nettoyer les premiers jours, tu sais, quand... Bon, j'avais un petit peu plus de temps parce qu'il faisait vraiment pas beau, il y avait beaucoup de tempêtes. Donc, tous les sachets dans lesquels il y avait de la nourriture, je le transvidais dans ma cocotte. Donc, je nettoyais ma grosse cocotte, mon brûleur à tous les jours, avec du savon et tout, puis je jetais l'eau de vaisselle à la mer. Mais les sachets restaient comme au sec parce que je transvidais ça dans l'eau bouillante. Mais plus j'avançais, j'étais un petit peu moins assidue sur le nettoyage de mes affaires. Donc, au début, je rinçais tous mes sacs pour pas que ça sente mauvais. Mais après un mois en mer, là, j'étais « OK, c'est beau, là, c'est correct. » Là, puis j'essayais, j'avais trop de choses à faire. Et à un moment donné, ça s'est mis à sentir vraiment mauvais. Donc, mais on avait pensé à tout. C'était quand même une cloison complètement étanche, mais c'était que... Donc, tu ne le sentais pas sur le bateau? Je le sentais pas, mais il fallait quand même une fois par semaine que j'aille porter que je fasse l'éboueur dans mon propre bateau. Et ça, c'était vraiment... non, c'était pas le fun. Puis il y a de l'eau qui était rentrée là-dedans un moment donné. C'était pas cool. Non, pas du tout, du tout. Mais je peux vous dire, par contre, que sur ma première traversée de l'océan à la rame en 2010, parce que je pense que, je sais pas si tu avais une question sur cette première aventure-là, j'étais avec 5 hommes sur l'océan. Donc, c'était des Irlandais, des Anglais. Donc, on était 6 personnes sur un bateau à rame. Et on était 3 par 3. Donc, on ramait 3 par 3. Donc, un derrière l'autre. Chacun, on avait 2 rames dans les mains. Et on avait à faire 2 heures de rame, 2 heures de repos, 2 heures de rame, 2 heures de repos. Donc, c'était quand même assez consistant comme travail. Tu sais, je n'étais pas maître de mon temps. Alors, on voyait beaucoup de déchets sur l'océan, puis on était tous outrés au début de ça. Puis plus le bateau avançait vers les Caraïbes, plus
plus les gars à bord du bateau disaient « Arrête de parler de ça, Mylène, t'es fatigante avec les déchets sur l'Atlantique. » Puis, tu sais, je leur cassais un peu les oreilles avec ça, puis avec l'impression que ça me donnait et tout. Puis, je leur disais « Il y a quelque chose à faire. » Puis quand on n'avait rien à parler, bien là, ça serait quoi la solution pour les déchets de plastique? Puis je revenais souvent avec ça. Puis eux se sentaient très impuissants. Puis à un moment donné, ils ont dit « Bon, là, il faut qu'on se débarrasse de certains sacs de déchets. » Et on ne pourra jamais les jeter par-dessus bord quand Mylène est réveillée. Donc, ils ont attendu vraiment. Il y avait un surveillant, ils me l'ont dit après être arrivé à la Barbade par 4 fois. Il y a quelqu'un qui surveillait que je dorme. OK, adore, on vide les déchets. Ouais, ils l'ont fait 4 fois pendant la traversée. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait dans mon dos. Ouais, j'étais en colère quand je l'ai appris, là. Je les ai boudés pendant 24 heures, donc j'étais vraiment pas contente. Mais tu sais, je comprends, c'était des déchets dans lesquels il y avait comme des moisissures. Mais je les comprends, mais il fallait juste faire une meilleure gestion des déchets. Puis je pense que la gestion des déchets, c'est le pire ennemi de l'environnement, justement. C'est la mauvaise gestion des déchets qui fait en sorte qu'on est rendu au point où on va en parler. On va en reparler d'ailleurs. Puis, dans le fond, quand tu as commencé à vouloir faire ce genre d'aventure et tout ça, je pense que ton leitmotiv n'était pas d'emblée environnemental, mais c'était plus un désir d'aventure, de dépassement de soi. Mais justement, revenons sur les déchets que tu as vus. Je pense que c'est ça, à un moment donné, qui t'a un peu motivé à dire non, il faut faire quelque chose, puis à t'impliquer un peu plus à ton retour. Oui, tout à fait, parce que la première, au début, là, si je peux me permettre d'expliquer un peu les prémices de ce voyage-là, c'est qu'à 27 ans, je ne savais pas trop où je m'en allais dans la vie, puis je venais de découvrir la navigation, donc j'avais le goût de naviguer, j'avais le goût de partir à l'aventure, mais je n'avais pas encore de feu sacré. Pourquoi j'irais à l'aventure? Puis je travaillais avec les enfants malades à l'époque à l'hôpital Sainte-Justine. Puis il faut savoir que quand on travaille en hémato-oncologie, on a 27 ans, nos patients ont à peine 8 ans de moins que nous parfois, bien voir des adolescents mourir, ça nous ramène à notre propre insignifiance peut-être ou notre propre mortalité. Puis je ressentais une urgence de vivre assez viscérale. Il fallait que je vive de façon urgente parce que moi, j'avais pas fait d'études pour être là comme la plupart de mes collègues. Tu sais, c'était des super infirmières, des super médecins, des super psychologues, travailleurs sociaux. Tu sais, les gens avec qui je travaillais, mes collaborateurs, c'était des gens qui dédiaient leur vie aux enfants. Puis moi, je me sentais un peu comme un chien dans un jeu de quilles. Donc, je sentais qu'il fallait que je fasse de quoi d'aussi super, tu sais, d'aussi peut-être intense, tu sais, que leur métier. Puis, donc, j'ai découvert la navigation. J'ai eu cette soif-là, cette urgence de vivre-là, cette soif de découvrir davantage. Et je me suis retrouvée à aimer, à découvrir tout à fait par hasard la rame océanique. Donc, je me lance un petit peu là-dedans. Et là, bon, il y a tout eu le côté de ma peur de l'eau. C'est une patiente malade qui m'a inspirée d'aller vers mes peurs. Et là, je me retrouve à organiser un projet, donc aller sur l'océan avec 5 autres personnes, lever des fonds et tout. Donc, au début, je me suis beaucoup associée à la cause des enfants malades. Parce que, je travaillais à l'hôpital Sainte-Justine, donc j'appuyais la fondation de l'hôpital Sainte-Justine. Je ramassais des sous pour eux et tout. Mais j'avais déjà un peu la fibre environnementale, pour pas dire aussi entrepreneuriale, parce que je vendais des bouteilles. Tu sais, c'était à l'époque où est-ce qu'on découvrait qu'il y avait bon, je me rappelle même plus, c'est même plus à la mode, là, tu sais, les 3 lettres, là, des BPC, non, pas des BPC, mais qu'on trouve dans les bouteilles de plastique. Tu sais, il y a à peu près 12 ans. Là, des BPA. Des BPA, c'est ça, merci. Des BPC, c'est pas ça du tout. C'est dans les huiles, je pense. Ça, c'est parce que je suis mommy brain, ça doit être ça. Donc, des BPA dans les bouteilles d'eau. Donc, là, c'était le gros truc dans les médias, les BPA dans les bouteilles d'eau. Donc, j'avais acheté un lot de grosses bouteilles de gourdes. Puis là, je militais déjà pour arrêter d'acheter des bouteilles de plastique, donc en 2009. Donc, je vendais ces bouteilles-là pour financer mon projet et tout. Donc, c'était facile pour moi de m'associer à la cause des enfants malades parce que c'était mon quotidien. Je travaillais avec eux tous les jours. Puis c'est eux aussi qui m'inspiraient d'avoir du courage. Mais une fois que je me suis retrouvée sur l'océan, une fois avec les garçons, j'ai vu autant de déchets. Là, c'était comme un coup de poing en plein visage parce que, il faut dire qu'il y avait eu un petit ouragan au Maroc, un petit ouragan, une espèce d'ouragan qui avait fait en sorte que les rivières, ou en tout cas, il y avait énormément de déchets sur le bord des côtes au Maroc. Puis les Marocains nous disaient, c'est jamais comme ça, c'est vraiment spécial cette année. On dirait, tu sais, que de recevoir une équipe internationale qui partait de leur... Ils étaient gênés. Fait que là, ils n'arrêtaient pas de nous dire, non, mais c'est pas comme ça d'habitude. Mais on en voyait vraiment beaucoup. Fait qu'on faisait des exercices en mer, on partait, on revenait, puis on en ramassait pour en mettre aux poubelles, tu sais. On ramassait des déchets parce qu'on revenait le jour même, tu sais. On allait dormir dans le petit logement qu'on
avait loué, puis on en parlait beaucoup de ça. Puis moi, les moments où on revenait sur Terre, je faisais des recherches sur Internet pour voir comment ils gèrent leurs déchets, tu sais, sur les côtes marocaines, puis je m'intéressais beaucoup à ça. Mais une fois que je suis partie en mer, bien, j'ai compris que la quantité de déchets qu'on voyait près des côtes marocaines était presque aussi importante en haute mer. Donc, on arrivait près des îles, les îles Canaries, je crois. On passait entre le Maroc et les îles Canaries. Puis, il y avait des déchets partout, partout, partout. Donc, puis on avait 2 gars qui ont des doctorats dans le bateau, là, tu sais, qui étaient super cultivés et tout. Fait que, tu sais, Pedro, je me rappelle, il me disait, ouais, mais ça, c'est dû à ça, ça, ça. Puis, tu sais, c'est un docteur en je sais plus trop quoi, mais en sciences. Fait que, tu sais, il était comme super renseigné sur le sujet. Puis, c'est lui qui, à un moment donné, après 3 semaines, il me dit, OK, Mylène, arrête d'en parler, là, on peut rien faire pour ça, là, puis arrête de nous casser les oreilles avec ça. Fait que c'était pas tant la quantité de déchets que la réaction, qui est tout à fait normale aussi, de fermer les yeux puis de dire... on peut rien faire. Tu sais, de se sentir un petit peu dépassé par ça, puis de choisir, non, là, je vais me fermer les yeux parce que je ne survivrai pas avec l'éco-anxiété que ça me procure. C'est un moyen de protection à un moment donné. Oui, je pense. Tu parles de quantité de déchets, puis je pense que j'ai déjà lu, tu as déjà dit que tu as vu autant de ziplocs que de mammifères marins. Mais est-ce qu'on a une idée, Mylène, ils viennent d'où ces déchets-là sur la mer? Bien, selon certaines recherches que j'ai faites, c'est sûr qu'il y a la mauvaise gestion des déchets de certaines populations côtières. On continue? OK. Donc, il y a certaines populations qui, malheureusement, ils ont des préoccupations autres que la gestion des déchets, par exemple la santé puis l'alimentation et tout. Donc, il y a une mauvaise gestion des déchets. Mais on a surtout vu sur les médias sociaux dans les dernières années, plusieurs nouvelles à sensation qui faisaient état de bateaux de croisière qui déversaient leurs déchets en plein océan. Donc ça, on l'a vu, il y a des vidéos, il y a des témoignages, mais ce n'est pas que ça. Je pense que c'est aussi parce que, tu sais, moi, je marche sur la rue à Montréal, puis je vois des déchets par terre, puis on en voit... Tu sais, quand on navigue un peu sur le Saint-Laurent, moi, je fais du canot à glace l'hiver, là, c'est pogné dans la glace, ça. Je peux pas dire que j'en vois l'hiver, mais on en voit, si on va juste se promener dans le Vieux-Port, il y en a des déchets en bas, un bon coup de vent, ça s'en va dans le fleuve, puis ça s'en va sur, tu sais, fait autant c'est le déchet qu'on retrouve sur la terre, sur notre rue en face de chez nous, qui va se retrouver dans le cours d'eau voisin, puis dans le Saint-Laurent. Donc, je pense que c'est pas juste une source, mais c'est plusieurs sources. Puis il faut dire aussi que, par exemple, je sais pas si vous avez déjà entendu parler du cargo qui avait échappé des conteneurs avec des petits canards de plastique. Ah, des canards. Non, okay. C'est ça, des petits canards. Il y avait aussi des petits castors, puis des petits... il y avait 3 animaux. Et ça s'est passé dans la fin des années 80, je crois. Et ces petits animaux-là se sont trouvés partout sur le globe. Donc, il y a aussi ça comme déchet. Moi, je me rappelle, après être arrivée à Lorient, en France, en 2013, j'avais des amis là-bas qui m'envoyaient des nouvelles de ce qui se passait, puis il y avait un conteneur qui avait échappé des seringues. Donc, c'était des seringues, des aiguilles, plein de produits pour les hôpitaux, en fait. Puis on allait se promener sur la plage en Bretagne, puis on prenait des photos de plein de seringues par terre. On dirait que c'est des junkies qui étaient passés par là, mais non, pas du tout. C'était des seringues encore emballées, tu sais. C'était vraiment triste et pathétique, mais... Il y a tous ces accidents-là aussi qui font en sorte que des déchets le fameux conteneur de Lego qu'on a beaucoup entendu parler ça. aussi. Mais c'est de la pêcherie aussi? Oui, c'est ça, les déchets issus de la pêcherie. Moi, je me rappelle, ça me frustrait beaucoup parce que je voyais des ziplocs sur l'océan, mais je voyais aussi des filets de pêche, des cordages de bateaux qui flottent, qui sont comme pas, qui sont très, très maganés. Des bouées, j'en avais ramassé, là. J'avais Bouboule, ma bouée, là, qui a fait 3 semaines avec moi, qui s'est enroulée dans mes cordes. J'en ramassais des fois, mais je me rendais bien compte que c'était du poids, puis c'était lourd, puis ça ne réglerait pas le problème. Puis aussi, c'est que les déchets qui flottent, on dit que c'est que la pointe de l'iceberg parce que c'est des déchets, par exemple, les PVC ne vont pas flotter, donc eux vont se retrouver au fond de l'océan. Donc, ce qu'on voit, c'est même pas... apparemment que c'est une infime partie de ce qui se retrouve dans les cours d'eau. Tu disais aussi que souvent, on n'a pas la même... dans le fond, c'est un triste privilège que tu as eu de voir tous ces déchets, mais quand on est en voilier, on est plus haut, puis on ne voit pas ça. Non. Donc, il faut vraiment être à la hauteur de la mer là, pour constater ça, puis c'est pour ça que des fois, les gens disent, non, c'est peut-être pas super, parce que quand on est plus haut, on le voit pas. Non, exactement. Parce que quand j'ai traversé à la voile de la France, je suis partie de Noirmoutier, on a longé un peu la côte pour se rendre... on voulait peut-être arrêter en Islande, ça n'a pas fonctionné. Et on est allé au Groenland. Et je vous dis, je les voyais pas, les déchets. Puis on va tellement plus vite à la voile.
Puis on voit beaucoup plus l'horizon. Tu sais, on ne va pas regarder comme ça constamment en bas du bateau. Ce serait un peu désagréable. On aurait mal au cou. Mais c'est pas Et du le mal tout de mer. Oui, c'est ça, le mal de mer aussi. Donc, c'est pas du tout la même expérience. Puis même, tous les gens que je connais qui font de la voile, ils me disent, je vois des dauphins, des dauphins, des dauphins. Mais moi, les dauphins venaient me voir, puis ils faisaient comme, elle est vraiment poche, elle va pas assez vite. Ils plongeaient même pas dans mon étrave. Ils m'énervaient, ils repartaient. Fait que moi, les dauphins, fait que juste ça, l'exemple des dauphins, ça donne une bonne idée de l'expérience qui est complètement différente en pleine mer pour un voilier puis un bateau à rame. Puis il faut savoir aussi qu'un bateau à rame, moi, j'avais les deux côtés de mon bateau juste ici, donc je faisais que me pencher, puis je mettais mes mains dans l'eau, je me rinçais la face. Je buvais, non, c'est pas vrai. Je prenais une gorgée. Donc, tu sais, j'avais vraiment accès à l'eau, là. Tu sais, j'étais à fleur d'eau, là. Tu sais, la mer était à ça de moins que les rebords de mon bateau, là. Donc, on a vraiment les pieds dans l'eau, ouais. Puis, Intéressant. Oui, puis quand on parlait de diploc, mais moi, ça m'arrivait le matin de me réveiller et de voir 3-4 petits poissons morts parce qu'ils avaient sauté puis qu'ils étaient tombés sur le pont du bateau, puis de voir un petit diploc, tu sais, le format bonbon, là, le tout petit format, tu sais. Je pouvais même identifier les différents formats, tu sais, c'est vraiment... Donc, tu trouvais des bateaux, des poissons et des diplocs sur ton bateau. C'est pas super le fun. Oui, c'est triste. Donc, tu reviens et là, ça t'a convaincu de continuer à t'impliquer encore plus dans différentes causes. On sait que tu as été jury pour le Festival de films en environnement, tu as collaboré avec la Fondation David Suzuki, tu as été marraine de Beluga, tu as touché à plein de choses. Quels sont les projets qui, présentement, t'occupent? C'est quoi les causes là, qui sont dans ta vie présentement? Bien, c'est sûr que de communiquer sur le zéro déchet, ça, c'est vraiment une belle opportunité parce que je trouve que, bien, il y a ça, puis il y a polymère aussi. Je vais parler de polymère après. Donc, je trouve que le zéro déchet, souvent, on dirait que c'est un peu extrême. On voit ça de loin, puis on se dit, oh mon Dieu, ils sont extrêmes, ces gens-là. Ça doit être comme du monde qui font leur déo, ils font leur pâte à dents ou ils se lavent pas les cheveux pendant un an. Tu sais, on voit un petit peu ça pire. Ben, tu sais, on voit l'image un peu trop... caricaturé, en fait, du zéro déchet. Quand le zéro déchet, moi, je pense que, comme je disais, on avait une soirée réseautage jeudi, puis je répète si jamais il y a des gens qui étaient là. Le zéro déchet, c'est juste d'essayer de réduire nos déchets, pas au maximum, mais dans nos capacités. Donc, moi, je me rappelle, mon père a pris sa retraite en 2005, puis il ne se servait plus de ses mouchoirs en tissu. C'est des gros mouchoirs d'hommes, là. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a des mouchoirs de femmes et des mouchoirs de femmes et des mouchoirs d'hommes. Fait que j'ai pris ces mouchoirs, donc depuis 2005 que je me mouche dans les mouchoirs de mon père. Puis j'ai dû sauver des tonnes de boîtes de Kleenex parce que j'ai des allergies à pu finir, tu sais. Mais puis même, j'ai du papier de toilette. Puis tu sais, j'achète plus de papier de toilette. J'ai mon papier de toilette lavable. Avec un bidet, t'as un bidet? Oui, non, j'ai pas de bidet, mais j'ai 2 papiers de toilette, en fait, sans trop rentrer dans les détails. Je vous laisse imaginer. Donc, les pipis, je fais tout mon lavage, tu sais. Et, tu sais, c'est juste ça, c'est juste de changer une petite chose dans sa vie pour sentir qu'on économise puis que ça a un bien dans notre vie, dans notre quotidien. Donc, j'aime ça de démystifier ces choses-là puis communiquer sur le zéro déchet. Puis autant, on écoutait Florence Léa Seri ici vendredi qui parle de zéro gaspille. C'est super inspirant. Dans le gaspillage alimentaire. Oui, dans le gaspillage alimentaire. Donc ça, il faut que je travaille là-dessus. Puis c'est le fun de dire, bon, ben là, moi, il faut que je fasse des efforts en gaspillage alimentaire. C'est là mon talon d'Achille. Il faut vraiment que je travaille un petit peu plus fort pour mieux gérer mon frigo et tout. Fait que c'est comme des défis, je pense, quand on ose se lancer dans un mode de vie qui est un petit peu différent. Ou juste, moi, je pense que c'est apprivoiser ça, puis dire, bon, ben je me sens un peu mieux parce que je fais moins de déchets, mais ce n'est pas que ça non plus, c'est de s'informer aussi, puis d'investir, puis d'aller voter, puis de mieux consommer. Tu sais. Oui, puis on se rend compte que souvent, les gens vont penser qu'on fait des sacrifices pour avoir un mode de vie plus sobre ou consommer de façon plus responsable. Puis au contraire, parce que tous les gens que j'ai rencontrés, moi ici, ça fait 3 jours que je suis ici, c'est des gens qui sont contents, qui sont alignés avec leurs valeurs, puis qui sont contents de contribuer à quelque chose de plus grand que soi. Puis c'est pas, on souffre pas de ça, puis ça paraît aussi que tu transcendes. Mais je sais aussi que, par exemple, je sais que tu t'habilles dans les friperies. Peux-tu nous parler de nourrir aussi, même au niveau du vrac? Oui, c'est vrai. Oui, tout à fait. Donc, nourrir, moi, je vais chez Nourrir. Bien là, c'est dommage parce que durant la pandémie, on devait faire préparer nos paquets. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Nourrir, c'est de l'alimentation en vrac
vrac qu'on commande à l'avance et qu'on passe chercher sur place. On emmène nos pots, puis normalement, c'est super bien fait. Là, on s'en va au comptoir, ils remplissent notre pot, il y a une petite balance et tout. Puis c'est le fun parce que c'est relax, aller là. Tu sais, moi, je ne vais plus dans des épiceries. Moi, j'appelle les épiceries normales, je les appelle les épiceries chimiques. Donc, parce qu'on rentre, puis on sent le parfum tout de suite des produits de... Donc, je les appelle comme ça, mais c'est pas trop... Je veux pas trop baver tout le monde qui va encore là, mais tu sais, moi, ça me fait pas... J'aime pas ça, aller dans des épiceries comme ça. Donc, j'aime bien mieux aller chez Nourrir où tout le monde qui sont là, la plupart, c'est des bénévoles, sont engagés, tu peux leur jaser, tu peux les saluer puis leur jaser un peu. Donc, ça fait quelque chose de beaucoup plus intéressant que d'aller à l'épicerie vite, vite, vite parce qu'il te manque quelque chose. Puis, bien, c'est sûr qu'il faut mieux gérer notre dépense, là, nos aliments secs, mais je trouve ça vraiment plus intéressant. Et là, justement, Nourrir a annoncé le retour du vrac, donc on peut y retourner enfin avec nos propres contenants. Ils ne sont pas obligés, à cause des mesures sanitaires, là, de eux-mêmes préparer nos contenants. Servir. Ouais, donc ça fait vraiment du bien. Puis sinon, ben, tu sais, c'est dommage, on voyait que dans les Rachel Berry, par exemple, il y avait du vrac, mais depuis le début de la pandémie, c'est tous des petits sacs qu'on ne peut plus acheter en vrac à cause justement de la pandémie. Mais il y a plusieurs épiceries zéro déchet, dans le fond, qui ont recommencé le vrac. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de mesures contraires. Dans le fond, la santé publique, dans le fond, il n'y a pas plus de risques au niveau de la manipulation parce que les épiceries zéro déchet sont déjà soumises à des règles strictes en matière d'hygiène. Moi, mon marché zéro déchet, je prends mon entonnoir propre, puis quand j'ai fini de l'utiliser, je le mets du côté des salles. La même chose du côté des petites pelles. On est les seuls à manipuler nos pots, manipuler les instruments. Donc, c'est encore... Oui, c'est vrai. Ça a fait mal au début, mais c'est repris, puis on invite les gens à continuer ou à retourner, en tout cas, dans les épiceries zéro déchet. Ouais. Puis aussi, juste pour ajouter quelque chose, par exemple, les couches lavables. Là, je suis, pas nouvelle maman, mais je vais être nouvelle maman bientôt. Merci. Ça aussi, c'est une grande réalisation, donner la vie, Mylène. Oui, c'est vrai, merci. Donc, j'ai un petit garçon de 2 ans et 3 mois, puis jusqu'à ses 18 mois, peut-être 16 mois, il y avait les couches lavables louées qui venaient à la maison, puis ils remplaçaient nos couches et tout. C'était fantastique, mais à un moment donné, son format de petit bonhomme a changé, puis je faisais comme 5 lavages de draps par semaine. Fait que là, à un moment donné, j'ai fait le compte, j'ai dit, OK, je vais comme y aller avec des couches biodégradables, je vais acheter des couches. Fait qu'à un moment donné, faut pas que ce soit un débat puis un combat dans ta vie. Tu sais, tu fais le maximum que tu peux, puis quand c'est plus agréable, mais là, tu revalides un peu tes choix, puis tu dis, ça déborde à chaque fois qu'il dort, ça marche pas, il fait trop des gros pipis, par exemple, tu sais. Fait que, mais là, mon prochain bébé, je recommence avec les couches lavables, tu sais. Fait que c'est juste, je pense, de faire de petits changements, puis de voir qu'est-ce qui est à la mesure de nos capacités à nous, puis toujours sans jugement. Je pense que le sans jugement, il est essentiel, puis ça, je le répète souvent parce que c'est mon mantra. Mon mantra dans la vie, c'est une chose à la fois, du mieux que je peux, ici, maintenant, sans jugement. Et le sans jugement, c'est super important, c'est ce qui supporte les autres parce que si on se juge, si on juge le mauvais coup de rampe qu'on vient de donner, on ne fait pas de notre mieux pour l'instant suivant. Puis on n'est pas dans l'instant présent parce qu'on pense au coup de rampe qu'on vient de donner. Donc, c'est la même chose. Tu sais, des fois, on essaie de faire une meilleure action, puis, pardon, on essaie de faire une meilleure action, de changer un mode de vie. Si ça va pas bien, on rumine, on n'est pas bien là-dedans, on est dans le jugement. Ah non, là, si j'arrête de faire ça, ma famille, mon chum, ou qu'est-ce que, tu sais, peu importe à quoi on pense, mais on est dans le jugement, le jugement dont on a peur. Donc là, tu sais, c'est ça, on n'est pas bien là-dedans. Fait que moi, j'invite les gens à se sentir bien puis à essayer des choses. Essayer des choses, un changement à la fois, ça ne fonctionne pas, on réessaye autre chose, puis on ne se décourage pas, effectivement. Ça reste dans le plaisir. Tu es aussi, je crois, vegan parce que je pense que tes poissons, c'est tes amis. Il me semble que... Oui. En 2010, j'ai déjà entendu que tu as dit non, tu sais, je ne me verrais pas manger d'un poisson. Je peux pas, c'est des amis. En 2010, moi, j'avais déjà été assistante poissonnière quand j'étais adolescente, donc moi, je peux faire des dames de saumon avec des gros saumon, je suis capable de couper des... Tu sais, mais c'est mes amis, j'ai de la misère. Donc, en 2010, avec les gars, c'était moi la poissonnière en chef. On pêchait le dimanche et moi, je faisais des filets, des darnes, des sushis, plein d'affaires. Et après ça, quand je suis allée toute seule sur l'océan, les grandes dorades qui me suivaient des fois par 2, par 4, par 6. Je pouvais les compter. Je disais, je peux pas mettre ma ligne à l'eau. Tu sais, c'est mes amis. Il va en avoir une qui va être en peine d'amour après. Puis, je pouvais pas gérer ça. Ça marchait vraiment pas. Puis, ils sont super intelligentes, les dorades. Ils sont vraiment, c'est des poissons super brillants. Donc, c'est ça. Fait qu'en 2010, j'en ai mangé. En 2013, j'en ai mangé moins en moins. Puis j'ai arrêté
de manger de la viande, puis surtout parce que, bon, j'ai vu toutes sortes de documentaires, puis, tu sais, on sait que, ben, la consommation de la viande, c'est pas super pour l'environnement et tout, puis pour la santé non plus. Donc, de fil en aiguille, depuis 2017, je suis devenue végétalienne. Je dis plus végétalienne parce que végane, tu sais, j'ai des souliers d'escalade qui sont en cuir, j'achète de la laine pour faire du canot à glace. Donc, j'ai encore là, tu sais, il ne faut pas juger les actions qu'on pose puis la limite qu'on se donne. Donc, voilà. Donc, je ne suis peut-être pas une vraie végane, mais je suis végétalienne. On va revenir sur ton projet polymère puis les plastiques, mais tant qu'on est dans le zéro déchet, j'ai une dernière question. Parle-nous de tes boucles d'oreilles zéro déchet. Ah oui! Hey, mes boucles d'oreilles zéro déchet. Tu sais, parce que quand on a fait la soirée réseautage jeudi pour le festival, je parlais aussi j'ai fait un bébé in vitro. Donc, j'ai emmené un gros pot devant la caméra, puis je parlais de toutes les petites fioles de médicaments qu'on doit s'injecter dans le processus in vitro. Et moi, ben j'ai jeté toutes les boîtes parce que je vous dis, là, quand on reçoit le paquet de la pharmacie, il faut mettre ça au frigo. On n'a pas de place dans le frigo pour mettre ça. C'est immense. C'est une petite dans une grosse boîte avec un gros papier. Donc là, je séparais ça dans le recyclage. Mais la fiole, je me disais, c'est sûr qu'ils vont pas... Tu sais, il y a un petit bouchon en métal, ils vont jeter ça, ça marchera pas, tu sais. Ils vont pas séparer ça, tu sais, c'est du verre trop difficile à recycler. Pour avoir visité aussi des centres de tri, là, je sais que ça passera pas. Donc, j'ai dit, OK, je vais les garder. Je leur ai montré. Je lui ai dit, c'est vraiment un énorme pot maçon avec plein de petites fioles. Puis, j'ai dit aux gens, ben je vais essayer de faire une lampe, quelque chose un jour, tu sais, pour dire à mon enfant, j'ai pas trop fait de déchets avec toi, tu vois. J'ai essayé d'en faire le moins possible. Puis, pour raconter l'histoire des boucles d'oreilles, c'est que quand je suis arrivée à Lorient, on allume des feux de Bengale à la fin d'un voyage comme ça. Tu sais, c'est ces pièces pyrotechniques que les marins de partout dans le monde vont allumer pour... c'est un peu comme une image que les médias aiment beaucoup conserver, tu sais, un marin qui est dans la pénombre avec une boule de feu au-dessus de lui dans ses mains. Et ça, ben ça sent le soufre, ça sent pas super bon, puis c'est quand même des déchets qui servent à rien. Donc moi, je voulais pas jeter des petits bouts dans l'océan, tu sais, puis je me disais, bon, on tire sur une gâchette, c'est une corde avec une petite boule rouge au bout. Puis j'en ai allumé 4 ou 5, je pense, des feux de Bengale parce que les journalistes voulaient faire d'autres photos. Alors, à chaque fois, je mettais la petite boule rouge dans mes poches. Puis quand je suis arrivée sur Terre, 1 heure plus tard, j'ai donné les paquets de fils puis de petites boulettes rouges à ma meilleure amie Julie. Puis j'ai dit, je veux faire quelque chose avec ça, mais je veux comme pas le perdre. Peux-tu le garder? Et c'est l'an dernier, c'est ça, l'an dernier, au début de la pandémie, elle m'a remis ses boucles d'oreilles avec lesquelles elle a fait des boucles d'oreilles à partir des gâchettes. Je sais pas si on peut voir, mais elles sont magnifiques. Oui, des belles petites boucles d'oreilles. Donc, même un simple déchet qui peut sembler inutile peut se transformer en quelque chose de bien. Puis ça a une signification, évidemment, oui, c'est ça. très grande. Il ne faut juste pas que je les perde parce que ce serait vraiment terrible si je les perdais. Alors, revenons à Polymère. Oui. Polymère, en fait, c'est un organisme fondé par Alexis Eisenberg. Lui, ce qu'il veut faire, Alexis, son idée, c'était d'avoir un échantillonneur. Et c'est vraiment super comme projet parce que c'est un projet écologique, mais aussi de participation citoyenne. Donc, un échantillonneur qu'on pourrait, n'importe qui, comme toi et moi, on s'en va faire de la planche à pagaie, pour ne pas dire stand-up paddleboard. Donc, on s'en va faire ça une journée sur le Richelieu où on s'en va autour de l'île de Montréal en kayak, où on essaye le surf, puis on s'en va dans l'eau jusqu'aux genoux faire de la pêche, par exemple. Bien, on s'en va chercher cet échantillonneur-là. On le laisse dans le cours d'eau. On a une application sur laquelle on appuie, puis on donne notre nom, le numéro de notre échantillonneur et tout. Et ensuite, on ramasse le petit... dans l'échantillonneur, il y a un petit truc comme une espèce de... Ça ressemble à un pot de pétri, par exemple. Et on envoie ça à un laboratoire indépendant par la poste. On a toutes des petites enveloppes préaffranchies. Et éventuellement, 2 semaines ou 3 mois plus tard, on peut aller voir sur notre compte combien d'échantillons de microplastiques est-ce qu'on a ramassé dans l'eau qui nous apparaissait tout à fait limpide, dans laquelle on a nagé, fait du kayak ou fait de la planche à pagaie. Donc, ces informations-là, ils ont aussi comme partenaire Environnement Canada. Donc, ça fait des années qu'Alexis et son équipe tentent de développer ce projet-là, puis je prends de leurs nouvelles. Moi, je suis marraine de Polymère. Je prends de leurs nouvelles 3, 4, 5 fois par année, puis je suis vraiment derrière eux. Puis c'est un gros projet, puis c'est à l'échelle canadienne. Donc, c'est un projet, je pense, ça fait 7 ans qu'il doit travailler sur ça. Donc, éventuellement, on va avoir les prototypes, puis on va pouvoir en avoir et aller faire de l'échantillonnage partout. Donc, c'est vraiment, je trouve ça beau parce que c'est
comme demander aux citoyens de participer à avoir un portrait actuel de la situation des microplastiques. Et ensuite, ça va nous permettre de demander au gouvernement de légiférer. Parce qu'on sait que dans les Grands Lacs, il y a plein d'industries qui font du rejet d'eau usée. Par exemple, on en a beaucoup parlé dans les dernières années. Vous savez, là, les produits, là, les microbilles de plastique. Oui, les microbilles de plastique, produits, les exfoliants, toutes ces choses-là. C'est ça, le maquillage. Exactement. Mais il y a des industries qui déversent encore leurs eaux usées dans les Grands Lacs, donc qui se retrouvent dans le Saint-Laurent et dans l'océan. Donc, éventuellement, avec ces échantillonneurs-là, bien, dépendamment de la quantité qu'on pourra avoir dans les années prochaines, on va pouvoir demander aux citoyens de participer, puis ça devient une activité super ludique, tu sais. On y va avec les enfants, on s'en va juste se baigner à la plage de Verdun, par exemple, puis on prend des échantillons, puis on envoie ça dans la semaine, dans les jours qui suivent par la poste, puis quelques semaines après, on a le résultat. Ah ouais, il y avait tant de micro-organismes, pas micro-organismes, mais de micro-plastiques dans l'endroit où est-ce que je me suis baignée. On peut le traîner, je pense, derrière notre kayak. Hein? On peut l'accrocher, c'est ça. Hein? Donc, oui, on peut l'accrocher, on peut le traîner derrière le kayak. Donc, c'est une façon, à un moment donné, de contribuer au problème, à la solution et non pas au problème. Si les gens ont envie de se procurer l'instrument, ils vont sur le site de Polymère. Exactement, polymère.org. Et je pense que la pandémie a beaucoup ralenti parce que justement, il y avait un lancement de prototype l'été dernier à cause de la pandémie. Ça a beaucoup ralenti. Donc, on souhaite que Polymère puisse continuer à développer ce projet-là parce que c'est un projet, je trouve, super intéressant. Ouais. Les microplastiques aussi, on en produit beaucoup par ailleurs avec le lavage des vêtements synthétiques. C'est incroyable. Donc, si les gens veulent contribuer aussi de cette façon-là, on lave moins souvent notre linge. Des fois, on le met au lavage par paresse, mais des fois, juste de sauter un lavage sur deux quand ça sent encore bon, une petite tache, on la fait partir dans le lavabo. Ça évite des lavages. Fait que tous les vêtements synthétiques émettent des microplastiques qu'on envoie dans les eaux, qui se ramassent dans les rivières et dans les océans aussi. C'est ça que j'ai des taches sur moi en ce moment. Pour être en cohérence avec le message. Exact. Je porte fièrement les taches que mon fils me fait. Mon fils, à 2 ans et 3 mois, il se mouche sur maman. Des fois, je me rends compte que je ne suis pas super propre. C'est une petite fille, je pense, qui s'en vient. Oui, c'est une petite fille qui s'en vient, au mois de décembre. Donc, Puis Polymère, ils sont à Montréal? Oui, ils n'ont pas pignon sur rue en tant que tel. C'est vraiment des bénévoles qui constituent l'organisation. Mais ils sont à Montréal. Oui, Alexis est à Montréal, si je ne m'abuse. Oui. Donc, on va leur souhaiter de tout notre cœur. J'en avais parlé à la 2e édition, donc il y a 3 ans, au festival. On avait organisé un panel et Alexis était venu sur le panel, justement. Donc, je trouve ça intéressant parce que aussi, c'est quelqu'un de très impliqué qui cherche vraiment des solutions. Et puis, c'est ce genre d'idées-là qu'on a besoin dans les problématiques qu'on rencontre aujourd'hui. Si je peux me permettre, on avait aussi parlé durant ce panel-là, vous savez, de Boyan Slat, ou je le dis peut-être mal son nom, c'est un jeune de Norvège, si je ne me trompe pas, ou un Suédois, qui a créé l'espèce de grosse machine là, qui va ramasser les déchets. Donc, je trouve ça intéressant parce qu'on a besoin de ces jeunes cerveaux-là, de ces gens-là qui voient plus grand que le problème et puis qui veulent participer, contribuer et même dédicacer leur vie là, à essayer de trouver des solutions pour ça. Puis, évidemment, il faut s'attaquer au problème à la source aussi. Oui, tout à fait. La façon qu'on gère nos déchets. Puis zéro déchet, c'est ça. Moins on en produit à la source, plus on réduit notre consommation ou qu'on embarque dans le mouvement zéro déchet, on en produit moins. Donc, il va s'en retrouver moins à la mer ou dans la nature. Puis, je pense que quand on commence là-dedans, il faut accepter d'avoir des rechutes des fois. Parce que moi, quand j'ai eu mon fils, mais là, quand on a un enfant, là, OK, là, j'aimerais ça qu'il ait un petit 4 roues pour jouer dans le cours. OK, mais là, il est en plastique. Puis là, tu vas chercher ça, c'est un cadeau de la famille. Tu sais, il y a tellement de déchets que la boîte, les sacs plastiques. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Tu sais? Puis des fois, on est à contrario de nos valeurs, mais on veut faire plaisir à notre enfant. Puis tu sais, un enfant, ça nous fait beaucoup consommer. Mais il faut comme pas être dans le jugement, je le répète, parce que sinon, on se tape sur la tête puis ça nous aide pas du tout. Là, tout à fait, tout à fait. Nous autres, on essaie de trouver dans l'usager, puis si on trouve pas, ben on se permet d'aller dans le neuf, puis on accepte qu'à ce moment-là, ben on a créé des déchets, mais dans l'usager, c'est quand même, on a un bel éventail de possibilités aussi. J'aurais envie de demander s'il y a des questions dans la salle pour commencer. On regardera après si on a des questions du côté de Facebook. Allez-y, sans gêne. Ah, il y en a une, oui. Il y a des micros là, qui sont nettoyés là, à chaque fois qui vont se promener dans la salle. Ah, parfait, il s'en vient. Oui.
Bien, en fait, vous avez parlé d'enfants. Puis c'est une réalité qui nous touche beaucoup, là, parce qu'avec un enfant, ben effectivement, on crée beaucoup plus de déchets, inévitablement. Là, juste les petits pots de crème à la pharmacie, puis c'est juste pour nommer ça. Là. Mais en fait, est-ce que vous avez d'autres enjeux auxquels vous avez fait face avec votre fils, puis que vous appréhendez peut-être avec votre nouvel enfant aussi, des trucs ou des... Oui, en fait... mais c'est sûr qu'avec un enfant, c'est beaucoup la consommation des jouets. Moi, j'achète des jouets comme en bois, faits aux États-Unis. Je reçois des emballages. C'est comme tu reçois, aux 3 mois, tu reçois une nouvelle boîte de jouets. Et c'est des jouets qui sont faits comme pour l'évolution d'où est rendu ton enfant. Puis je me dis, bon, en m'abonnant à ça, c'est quand même très cher, mais tu sais, je fais pas de déchets parce que tous les emballages sont faits pour que tu puisses bricoler avec. Donc, tous tes petits jouets, ils arrivent dans une boîte que tu veux conserver la boîte, tu sais. Fait qu'en gros, j'ai jamais jeté d'emballage depuis que j'ai acheté ces jouets-là. C'est toute la peinture écologique et tout. C'est vraiment bien fait. Mais il va sans dire que on va chez des amis, un camion poubelle veut camion poubelle. Bon, on va essayer de trouver un camion poubelle usagé, comme tu disais. Après ça, tu ne trouves pas camion poubelle. Où tu l'as acheté, ton camion poubelle? Sur Amazon. Ah, ouais, hein, sur Amazon. OK, ouais, je vais essayer de le trouver. Là, je lui montre une photo. Oui, c'est ce camion poubelle-là que je veux. Ouais, OK. Ah, je l'achète pas. Donc, des fois, c'est vraiment ça. Des fois, il n'y a que Amazon qui vend un cossin, puis tu veux l'avoir. Mais il y a aussi tout l'enjeu de les perturbateurs endocriniens dans les plastiques. Donc, même si tu achètes un jouet usagé en plastique, donc, je ne sais pas si vous avez vu, il y a des documentaires qui ont circulé sur ça qui disaient à quel point le plastique, il y a certains ingrédients là-dedans qui vont remplacer c'est des perturbateurs endocriniens, tout simplement. Là, leur glande thyroïde ou plusieurs glandes ne vont pas reconnaître certaines hormones parce que le plastique va remplacer certaines hormones qui est normalement créées par l'humain. Alors, ça, c'est une question que je me pose beaucoup. Puis ce serait aussi un exemple de pourquoi l'infertilité est de plus en plus croissante dans les sociétés. Donc, ça, c'est un enjeu qui m'embête beaucoup. Donc, des fois, je suis là, OK, je l'aime, mais là, je veux qu'il soit content, fait que je veux le gâter puis avoir un petit jouet, mais là, le jouet que je lui donne, c'est peut-être pas l'idéal. T'sais. Ou, exemple, la brosse à dents. Moi, j'avais des brosses à dents en bambou et tout, mais lui, il veut pas. Là, il a vu une brosse à dents qui vibre chez son ami, fait que j'ai acheté une brosse à dents qui vibre. Mais jamais j'aurais acheté une brosse à dents en plastique. Il se met ça dans la bouche à tous les jours. Avec des piles? Oui, avec des piles. C'est quelque chose de... mais finalement, c'est ça. Puis là, on est... à chaque brossage de dents de 2 minutes, il y a un tatou qui s'enlève. Mais là, fait que j'ai acheté un stash de tatou, fait qu'il est tatoué parce qu'il se brosse les dents. Fait que, des fois, il faut comme que avec un enfant, tu prends des décisions, tu dis, je veux qu'il ait les dents propres. Puis là, c'est ça qu'on a trouvé comme récompense à chaque brossage de dents, puis ça marche. Fait qu'on va continuer, sinon on se bat pendant 30 minutes pour qu'il se brosse les dents. Mais il reste que j'achète des petits tatous jetables. Puis tu l'as dit tantôt, je pense que l'important, c'est à partir du moment où on prend conscience de notre empreinte écologique, on prend conscience de l'impact du geste de consommer, d'acheter du neuf. On peut se permettre encore d'acheter du neuf, mais de façon consciente, puis en faisant des meilleurs choix. Si on peut acheter de compagnies plus locales, faites avec des matériaux plus durables, qui n'ont pas voyagé, qui n'ont pas fait 4 pays avant de se rendre chez nous, avec des matériaux qui sont issus d'un pays, amenés sur un autre continent pour être transformés. Donc, à partir du moment où on prend conscience de l'origine de ce qu'on consomme, on peut encore se permettre de consommer, mais je dirais consciemment. Puis effectivement, je pense qu'avec un enfant, c'est un bon exemple de compromis qu'on doit faire. Il y a des bibliothèques de jouets, il y a de plus en plus d'options, mais il y a des fois, moi, mes enfants sont grandes, mais quand elles étaient petites, là, j'étais comme juste overwhelmed avec la job, les enfants, puis non, j'allais pas faire mon marché de vrac parce qu'à ce moment-là de ma vie, ça ne fitait pas dans l'horaire. J'ai recommencé. Puis, de ne pas se culpabiliser, puis de dire, regarde, à ce moment-là, mais déjà, je faisais des efforts ailleurs. Bon, je ne consomme pas de viande, je consomme beaucoup moins de matériel. Fait que de se dire, globalement, les petits... il y a des choses que je fais qui ont un impact ailleurs. Ça, je me permets. Puis, parce que sinon, je pense qu'on ne sera pas bien, on ne sera pas heureux, puis on va juste abandonner. Donc, je pense que c'est pas mal la clé. D'autres questions dans la salle? Est-ce qu'on a des questions du côté de Facebook? Oui, donc j'ai
J'ai quelqu'un sur Facebook ici qui demande ce serait quoi, dans le fond, tes prochains projets, défis, autant en tant que citoyenne engagée qu'en tant qu'aventurière? Ah, merci, c'est une bonne Excellente question. question. Oui, bien, en fait, moi, je fais du canot à glace, donc je suis canotière. On traverse le fleuve quelques fois en plein hiver à -20. Donc, ça, c'est déjà de petites aventures qui reviennent de façon récurrente à toutes les fins de semaine. Et ben, avec la pandémie, il n'y a pas eu de canot. Mais avec bébé qui s'en vient, on n'aura pas cette année non plus. Donc, éventuellement, je vais me remettre en forme pour faire de la compétition de canot à glace. Il y a quand même 7 courses au Québec, donc ça en fait pas mal là, du début janvier à la mi-mars. Alors, ça, sinon, les projets d'aventure, ce serait éventuellement de partir, faire un peu de voile avec les enfants pour éventuellement, quand ils seront plus grands, pouvoir partir avec eux. Mais c'est pas... il y a tellement de familles qui font ça, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Il y a beaucoup, beaucoup de familles qui le font. Mais j'aimerais ça pouvoir leur offrir l'imagination, imaginer un autre mode de vie que notre mode de vie nord-américain, boulot, dodo, métro, boulot, dodo. J'aimerais ça leur proposer quelque chose d'autre pour qu'eux autres, éventuellement, puissent choisir qu'est-ce qu'ils veulent faire dans la vie. Parce que c'est pas tout, là, d'avoir... il y a plein de gens qui ont d'autres modes de vie, qui travaillent beaucoup moins, qui vivent plus lentement, puis qui embrassent plein de projets différents. Et sinon, d'autres aventures, bien ça, c'est une aventure en soi. L'aventure qui s'en vient en décembre. Et sinon, bien, il n'y a pas d'autres aventures, ou risque de vous décevoir, pas d'autres aventures. Le canot à glace, dis-moi, c'est pas une cause aussi, je pense. Hein? C'est associé à... non, il n'y a pas vraiment de cause associée, mais il y a certaines équipes qui s'associent à des causes. Oui, tout à fait. Okay. Ouais. Puis en termes de projet aussi, tu as parlé de polymère ou est-ce qu'il y a autre chose? Oui, bien non, mais sinon, projet personnel, il y a toujours les conférences que je continue à faire et tout. Puis, ben, j'ai peut-être des projets podcasts qui s'en viennent, mais ça, j'en parlerai lorsque ce sera plus développé. On peut d'ailleurs aller voir sur ton site Facebook puis sur ton site Internet. On a même vu pendant la pandémie que tu as offert du soutien au niveau de la solitude et j'ai trouvé ça le fun parce que je me suis dit, bien, qui de mieux que quelqu'un qui a passé 4 mois en mer seul pour parler aux gens qui souffrent de solitude. Oui, c'était super le fun. J'ai fait 28 mini-conférences en ligne sur Facebook. Elles sont toujours disponibles dans l'onglet vidéo de ma page. Puis les gens ont beaucoup aimé ça. C'était toujours des thèmes différents, mais c'était vraiment dans le gros là, du confinement, quand tout le monde était... Tout le monde a commencé à faire des vidéos sur Facebook aussi, là, mais tout le monde a essayé de se dépatouiller avec la problématique d'être isolé. Donc, je prenais toujours un thème. Par exemple, à la rentrée scolaire l'année passée, c'était la persévérance ou la détermination, le courage. Puis, par mon expérience, j'essayais d'exploser ce thème-là puis de donner des trucs concrets par rapport à ça. Donc, ça a été le fun parce que c'était comme un exercice. C'était au début, je crois, 1 fois par semaine, aussi 1 fois ou 2 semaines. Donc, c'était un exercice assez rigoureux de penser à des trucs que j'ai pas déjà donnés puis que j'ai développés dans mes aventures. Donc, c'était le fun de développer ça. Ouais. Bravo. Ouais. Il y a d'autres questions sur Facebook? Parfait. Ça va? Il nous reste encore un petit peu de temps. Gênez-vous pas si vous avez envie de jaser un petit peu, de profiter du fait qu'on a Mylène avec nous. Les conférences que tu fais des conférences dans des écoles aussi. Oui, je fais des conférences dans les écoles, dans les entreprises, dans des congrès aussi, mais là, c'est plus des congrès en ligne. Tranquille au niveau des congrès. Là, oui, tout à fait. Puis souvent, en fait, c'est drôle parce que les gens me demandent beaucoup, est-ce que c'est la même conférence que tu fais depuis le début? En fait, c'est la même trame de fond, mais elle a tellement évolué, ma conférence, puis elle est toujours adaptée au public que je vais rencontrer. Mais il y a toujours les 4 grands messages clés de la conférence. C'est tout est une question d'attitude. Je parle beaucoup d'attitude parce que c'est après 2 mois en mer que je me suis retrouvée à ruminer, à pester, à être négative, puis à me dire, coudonc, qu'est-ce qui marche pas dans le fond? Qu'est-ce qui marchait pas dans mon projet? C'était moi. Si je ruminais, si j'étais négative, si je pestais, c'était à cause de la météo, parce que la météo m'empêchait d'avancer. Puis je réalisais que dans le fond, le problème, c'était pas la météo en tant que telle, c'était ma réaction à la météo. Donc, c'était l'attitude que je choisissais de garder au quotidien face à ça. Donc, je ruminais, je chialais, j'étais négative. Puis ça m'a quand même pris 2 mois en mer pour réaliser que la chose qu'on contrôle dans la vie, c'est l'attitude qu'on choisit d'adopter. Donc, je parle beaucoup de ça dans ma conférence, de cette réalisation-là. Je parle aussi de posture mentale. Tu sais, dans quelle posture mentale est-ce qu'on veut voir un défi? Par exemple, on a une mauvaise nouvelle, puis est-ce qu'on choisit de la regarder puis l'attaquer de front, cette mauvaise nouvelle-là, ce défi immense-là, ou si on choisit plutôt de dire ouais, mais là, ça va pas être facile, puis qu'on rumine encore. C'est aussi un petit peu une question d'attitude, mais c'est plus une question de posture, puis d'essayer de voir les défis avec humour aussi beaucoup.
Donc, moi, c'était l'ouragan que j'avais rencontré qui m'a frappée. J'ai rencontré 2 ouragans durant ma traversée, dont une qui a été très rocambolesque, là, très, très difficile. Donc, cet ouragan-là m'a emmené, heureusement, à briser plusieurs pièces d'équipement qui m'ont donné la chance de recevoir la visite du Queen Mary 2 en plein milieu de l'océan. Ouais. Donc, si je n'avais pas rencontré l'ouragan, mais j'aurais jamais rencontré le Queen Mary. Donc, je dis souvent une chance que j'ai rencontré cet ouragan-là parce que j'aurais jamais rencontré le Queen Mary sur l'océan si ça n'avait pas été de ça. Si tu permets, pour les gens qui t'ont pas suivi ou qui se souviennent pas, c'était un moment très émouvant. Oui. Moi, je te suivais à ce moment-là, puis c'était le jour de ton anniversaire, si je me trompe. C'était un mois avant mon anniversaire. Avant ton anniversaire, mais est-ce qu'ils t'ont pas chanté « Bonne fête »? Ils m'ont chanté, ils m'ont chanté des cantonades là, pour m'encourager, Okay, des pépipes, tout le monde ensemble. Okay. Ouais, c'était assez spécial. Tu es tout seul au milieu de l'océan, puis tu reçois 4500 visiteurs qui chantent des cantonades. Ils ont massacré un peu mon nom d'ailleurs. Ils disaient « Maëlini Paquetti ». OK. Qu'est-ce qu'ils disent? Okay, puis je pense qu'ils avaient demandé la permission de t'offrir un cadeau parce que pour que ce soit reconnu comme un exploit, tu ne devais pas recevoir d'aide pendant ta traversée ou de quelqu'un qui te ravitaillait. Oui. Mais là, je pense que comme ils voulaient t'offrir un cadeau, puis que de toute façon, tu étais autonome puis que tu étais bien parti, ça a été comme accepté. Ils ont demandé l'accord, puis là, ils ont... En fait, c'est ça, parce que j'étais pas en... ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les traversées à rame comme ça sont régies, sont chapeautées plutôt par la Ocean Rowing Society. Donc, c'est la Société internationale de rame océanique qui est basée à Londres et qui va donner les records, qui va autoriser les records, les courses aussi et tout, qui va émettre un certain nombre de réglementations puis de recommandations pour traverser l'océan. Si on veut être le plus rapide puis qu'on part, on essaie de faire un record de vitesse, mais on part sans radeau de survie, bien, on n'a pas l'homologation parce que c'est sûr qu'on est très léger, mais ça se peut qu'on meure en mer si on n'a pas de radeau de survie. Fait qu'on va causer préjudice au sport, par exemple. Donc, c'est vraiment un groupe de bénévoles qui va gérer ça. Et quand j'ai perdu des pièces d'équipement qui me permettaient à communiquer, mon équipe au sol a communiqué avec la ORS, cette entité-là. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a un bateau qui pourrait aller là-bas. On peut-tu lui emmener un téléphone satellite? Et si je n'avais plus eu de téléphone satellite à ce moment-là, bien, ça aurait été comme, en fait, de l'aide dans un moment où est-ce que je perds mes mots, mais je suis vraiment dans le pétrin. J'ai besoin d'aide. Mais si on me donne un téléphone satellite d'appoint alors que j'ai encore mon téléphone satellite qui a fonctionné jusqu'à la fin, bien là, on peut considérer que c'est comme un cadeau ou une tape dans le dos qu'on vient m'offrir. Mais ils n'avaient pas le droit de me donner d'outils dans les ballots qu'on m'a remis. Il fallait qu'ils me donnent des choses qui n'étaient pas essentielles, comme du pain au chocolat, des viennoiseries, une bouteille de vin, des choses. Ouais. Ils m'ont donné des fruits, des légumes, mais ils ne pouvaient pas me donner du ravitaillement en tant que tel. Ouais. Ouais, des gâteries. Que tu as dû apprécier par ailleurs. Oui, que j'ai apprécié, mais ça m'a tellement brisé le cœur parce que j'ai dû jeter du pain qu'ils m'ont donné. Je ne sais pas à quoi ils ont pensé. Ils ont tellement pensé que je manquais de tout. T'sais. Donc, ils m'ont donné des pains entiers là, emballés dans du saran wrap. J'en avais jamais consommé autant de saran wrap, d'ailleurs. Il y en avait partout dans leur truc. Puis les pains, bien après, tu manges un pain tout seul. Tu ne manges pas un pain tout seul par jour, 5 pains. Fait que j'en ai mangé 2, puis les autres, il a fallu que je les jette, puis j'ai gardé le Ziploc. Pas le Ziploc, mais le saran wrap. Que tu as lavé, rendu à la maison, que tu as réutilisé, exactement. Bien sûr. Oui, bien sûr, depuis que je me sers toujours. Oui. Donc, c'était super, c'était fantastique de rencontrer des gens comme ça parce que non seulement pour moi, ça m'emmenait un second souffle, mais pour tous les gens qui travaillaient dans mon équipe au sol qui, eux, ont des détracteurs autour d'eux depuis des années, voire des années, depuis des mois. Il faut savoir que les gens qui m'aidaient, souvent, c'était « Ouais, j'aide la fille qui s'en va traverser l'océan à la rame. » Avant que je commence à traverser, c'était « Ah ouais, c'est une folle, elle réussira pas, ça marchera pas. » Fait que dans leurs entourages, mes collaborateurs, il n'y avait pas toujours l'appui de leurs entourages. Il y avait souvent cette idée-là que je faisais ça pour me sauver avec l'argent des commandites. Il y avait toutes sortes de gens qui pensaient des choses très négatives du projet parce qu'ils se disaient voyons, elle s'en va se mettre dans l'eau chaude, pourquoi qu'elle fait ça? Il y a plein de gens qui ne comprenaient pas, puis c'est correct, moi je leur en veux pas, là. Mais ces gens-là qui travaillaient dans mon équipe au sol n'avaient pas toujours l'appui de leurs proches.
Et là, quand le Queen Mary est arrivé, bien là, les gens se sont beaucoup dit « Wow, c'est grandiose ce que tu fais d'aider cette fille-là. Regarde, même le Queen Mary est allé l'aider. » Donc, je m'excuse d'en avoir pensé du négatif. Fait qu'autour d'eux, c'était devenu des petites vedettes à l'interne, tu sais, dans leur travail, tu sais. Ils disaient « Mon Dieu, tu sais, le monde, maintenant, ils viennent me voir puis ils me posent des questions sur toi. » Tu sais, Ça a avant, donné beaucoup de visibilité. Oui, ça a donné beaucoup de visibilité. Donc, même pour mon équipe au sol, ça leur a donné un second souffle. Puis, je pense que ça, c'est important quand on fait un projet. N'importe quoi, avoir l'accord de nos proches, avoir l'aval de nos proches, avoir l'encouragement des gens qui nous entourent, ça nous donne une fierté, puis ça nous donne envie de continuer aussi. Tellement, tellement. Puis ça, c'est important pour moi parce que c'est drôle, même si j'étais seule pendant tant de temps, c'est vraiment le facteur humain qui a fait en sorte que j'ai continué parce que je voulais honorer les faits et gestes des gens qui ont été bénévoles pour moi. Tu sais, je me disais, si j'arrête là, si je ne veux plus y aller ou si j'arrête de ramer, bien, je ne vais pas honorer tous les gestes de tout le monde qui m'ont aidé dans ce projet-là. Tu sais, donc, en continuant, bien, je fais juste honorer la mission qu'ils se sont donnée de m'aider, puis ça, c'était super important. Beaucoup d'athlètes aussi ressentent cette pression-là qui peut être à la fois positive et négative, mais de ne pas laisser tomber tout le monde qui est derrière eux, puis qui met du temps puis de l'énergie. Oui, tout à fait. On revoit ça souvent, c'est vrai. Ouais. Je pense qu'il y avait une main levée, hein, c'est ça. Je vois un micro qui se promène. On se demandait quelle était votre prochaine destination ou si vous aviez un endroit dans le monde que vous avez beaucoup aimé, qui vous a marqué, qui vous a dépaysé. Ah, c'est une bonne idée. Un voyage donc, quelle est ta prochaine destination ou prochaine quel endroit tu aurais le destination. goût de retourner ou Quel t'es pas endroit encore j'aurais allé? le goût de retrouver? Ah, c'est vraiment difficile. Bien, c'est sûr que j'aime beaucoup les îles de la Madeleine. Tu sais, c'est vraiment un petit trésor, un paradis sur Terre. J'y vais souvent. Mais un endroit que j'aimerais visiter... tu sais, tout ce qui est par rapport à la navigation, moi, j'aime beaucoup, là, tu sais, les vieux ports et tout ça, tu sais, c'est sûr que ça m'attire beaucoup, mais autant, tu sais, moi, rencontrer la population riveraine, là, tu sais, des gens qui vivent de la mer, là, ça, j'aimerais beaucoup ça éventuellement. Mais tu sais, il y a tellement d'endroits dans le monde où j'aimerais aller, mais tu sais, vraiment les régions côtières, là. Puis tu sais, ce qui me fait de la peine aussi, c'est que les régions côtières qu'on connaît ou qu'on a déjà visitées, bien, dans des dizaines d'années, bien, ils seront peut-être plus là à cause des changements climatiques. Tu sais, ça, c'est très, très... Fait qu'autant les consommer maintenant puis les aider le plus possible pendant que c'est encore temps. Oui, tu parlais des îles de la Madeleine. On voit déjà des signes d'érosion importants aux îles de la Madeleine. C'est vraiment impressionnant. On peut le constater. Oui. Là. Je suis allée au mois d'août, puis on m'expliquait toute l'histoire qui est arrivée à Cap-aux-Meules, en dessous du cinéma, tu sais, que la mer arrachait des parties de côte, puis le cinéma a failli s'effondrer. Ils ont dû renflouer ça avec de la roche là, de façon urgente. Là, je pense que ça s'est passé dans les 2-3 dernières années. Puis là, quand on est en Zodiac, sur le bord des côtes, on voit pourquoi il y a de la roche, là, c'est pas beau. Ouais, mais ça va être comme ça bientôt partout parce que le grès rouge s'effrite trop avec l'absence de glace l'hiver et tout ça. Donc, l'érosion s'accentue puis va de plus en plus vite. Donc, c'est super triste de voir que c'est au Québec, c'est un joyau, puis que c'est à cause des changements climatiques, on en souffre déjà des conséquences. Oui, puis tu parlais tantôt de déchets de plastique sur la plage des îles de la Madeleine. Nous, on a ramassé des gros sacs d'élastique que les pêcheurs jettent à la mer pour les pinces de homard. On en a ramassé, il y en a partout. Il y en a tellement, je sais, j'ai vu ça aussi. Ça ferait un beau mobile, par exemple. C'est ça, hein? Ça serait comme... Mais je ne sais pas pourquoi ça se retrouve... Quoi faire avec ça? Oui. Enfin, je ne sais pas pourquoi ça se retrouve aussi en grosse quantité sur les plages, oui. C'est vraiment triste. Ouais. Est-ce qu'on a d'autres questions? Le temps file. Bien, écoute, ce serait intéressant de t'écouter comme ça toute la journée, mais c'est ça, le temps file. Tu es vraiment inspirante, Mylène. Merci de ta générosité. De continuer à porter le mouvement Zéro Déchet. On en est bien fiers à l'association, puis on se trouve privilégiés. Merci pour ce beau moment. C'est un plaisir, c'est un immense plaisir pour moi. Merci beaucoup, merci tout le monde. Merci.